Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons le professeur des universités et islamologue Gilles Kepel. Bonjour, Monsieur Kepel. Bonjour. Premièrement, Gilles Kepel, vous êtes spécialiste de l'islam, islamologue, arabisant, professeur des universités comme mentionné, auteur de plus d'une vingtaine de livres sur des sujets comme les racines intellectuelles de l'islamisme en Égypte à une certaine époque, dans les années 80, des frères musulmans plus spécifiquement, les grandes questions géopolitiques au Moyen-Orient, les dynamiques sociopolitiques dans les banlieues françaises, les logiques du terrorisme en France et ailleurs, la Syrie, le printemps arabe notamment. Est-ce qu'il m'en manque? Non, vous avez à peu près tout couvert jusqu'à ce que j'ai été pris, comme tout le monde, par, je dis pas par surprise, mais en tout cas par le 7 octobre. Et pour moi, le défi, c'était après avoir étudié pendant... ça fait 50 ans que je connais le monde arabe et musulman. Hein. Je suis allé pour la première fois en 1974 en Syrie, au Liban et en Égypte. Et puis après, j'ai mon premier livre, Le prophète et Pharaon, sur les mouvements islamistes en Égypte, date de 1984. Donc, ça fait 40 ans exactement que j'écris, que j'étais enseignant là-dessus. Et donc, j'ai essayé de prendre à chaud ce phénomène du 7 octobre avec donc ce livre que j'ai fait paraître en France à la fin du mois de mars, le jour du printemps d'ailleurs, hélas, qui s'intitule Holocauste avec un S, en sous-titre Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. J'ai essayé de comprendre que signifiait cet événement, de l'inscrire dans son contexte pour lui rendre le maximum de ses significations. Alors que depuis lors, que ce soit au Québec, en France, en passant par Columbia University et le reste, ou en Israël, nous avons pour l'essentiel des propos militants et engagés sur ce phénomène qui me semble extrêmement important, par-delà même sa dimension israélienne et palestinienne, parce que à mon sens, il refonde aujourd'hui assez largement les dimensions morales de l'ordre du monde tel qu'il s'était constitué après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à une opposition entre l'Occident et le bloc soviétique, il substitue aujourd'hui de plus en plus une opposition entre ce qu'on appellerait en français le Sud global ou les Suds, traduit évidemment du globish Global South, et contre un Nord chargé de tous les vices. Entrons dans le vif du sujet, les attaques du 7 octobre et l'offensive terrestre israélienne dans Gaza qui a suivi ces attaques. L'Afrique du Sud a accusé Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide. Devant la Cour internationale de justice, vous contextualisez l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et l'offensive israélienne comme faisant partie d'une grande confrontation entre je cite ici, le Sud global, composé approximativement des pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, d'un côté et l'Occident de l'autre. Ma question étant, pourquoi l'accusation de génocide est si importante d'un point de vue géostratégique, là, au-delà de l'aspect humanitaire évident, et quel est le rôle du conflit actuel au Proche-Orient dans cette confrontation entre l'Occident et le Sud global? Alors, c'est pas moi, bien sûr, qui l'appelle le Sud global, et du reste, je ne suis pas convaincu que cet affrontement soit quelque chose qui soit véritablement structurant de l'ordre du monde, mais en tout cas, il y a des acteurs qui disent ça. Ce sont ceux qui se réclament du Sud global et qui veulent remplacer l'opposition qu'on avait dans le monde après 1945, qui était l'Est contre l'Ouest, l'Occident contre le bloc soviétique, si vous voulez, le monde libre contre le bloc soviétique, par un autre fondement moral de l'ordre du monde, qui est l'opposition
entre les pays du Sud global, anciennement colonisés ou présentement colonisés, comme ils pensent que l'est la Palestine par Israël, et puis les pays du Nord qui sont le symbole du mal et de l'abjection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, vous l'avez mentionné, tout ça se joue en grande partie autour de la notion de génocide. Lorsque l'Organisation des Nations Unies en 1947 vote à une faible majorité d'ailleurs la création d'un État juif sur le territoire de la Palestine britannique, mandataire de la Société des Nations, l'objectif, c'est de fournir un havre, un lieu de protection aux survivants et aux descendants de ce qu'on appelle désormais en français, dans l'Hexagone, plutôt la Shoah, maintenant que l'Holocauste, depuis que le film de Lanzmann a popularisé ce terme. En anglais, on garde toujours plutôt le terme Holocaust. Et pour que ce soit plus jamais ça, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus jamais de pogrom de ce type. Et soudainement, le 7 octobre, il y a un pogrom, en tout cas tel que ressenti par les victimes. 1200 environ personnes qui ont été massacrées avec une brutalité inouïe, qui est documentée en partie, qui a fait l'objet de réquisitions tout récemment du procureur de la Cour pénale internationale contre 3 des dirigeants du Hamas, en même temps que 2 dirigeants de l'État d'Israël, on y reviendra. Et donc, ce qui est d'un côté perçu comme un pogrom par les Israéliens, en rétorsion, il y a les bombardements d'Israël sur la bande de Gaza qui ont causé plusieurs dizaines de milliers de victimes, civiles et non civiles. On ne sait pas très bien combien, parce que la source dont dispose la presse, qui ne peut pas vérifier, c'est le ministère de la Santé du Hamas. Dans cette expression, c'est évidemment l'expression, c'est le mot du Hamas qui est important, puisqu'ils disent ce qu'ils veulent. Il est bien clair qu'il n'y a pas que des civils, il y a aussi les combattants des brigades Azedin el-Qassam, mais elles ne sont pas en uniforme, qui sont aussi des victimes. Et puis, bon, il ne s'agit pas de savoir si c'est plus ou moins 10 ou 20. Il y a bien sûr de très nombreuses victimes civiles, c'est indéniable. Et ces victimes civiles ont été causées par des bombardements de l'armée israélienne qui n'avaient pas particulièrement pour objet d'épargner les civils. Probablement dans la logique de Netanyahou, parce que le traumatisme du 7 octobre était tel qu'il fallait, dans son esprit, cautériser d'une certaine manière la blessure qu'avait subie Israël et que, au fond, on ne s'embarrassait pas de tuer tout le monde. Alors ça, c'est évidemment quelque chose, d'un raisonnement très spécieux, qui a été utilisé par les ennemis de l'État hébreu pour dire « vous êtes en train de commettre à Gaza un génocide ». Ce qui veut dire quoi? Que l'État héritier des survivants du génocide nazi devient génocidaire à son tour. Et à partir du moment où cet État est génocidaire, il n'a plus de légitimité. Et ayant été créé au motif ou, disent ses adversaires les plus radicaux, au prétexte du génocide, devenant lui-même génocidaire, il n'est plus qu'un État colonial qui veut éliminer les Palestiniens en les liquidant physiquement comme groupe humain. Et donc c'est là que se met en place ce recodage de l'ordre du monde. Ce n'est plus le crime suprême dans l'histoire de l'humanité récente, ce n'est plus la solution finale mise en œuvre par les nazis contre les Juifs d'Europe, mais c'est le génocide commis par l'État d'Israël contre la Palestine. Un génocide qui s'inscrit dans un affrontement global du Nord, dont Israël est un peu le fer de lance dans la représentation du monde, contre le Sud incarné par Gaza,
ce Nord étant lui-même coupable du génocide par excellence de l'histoire de l'humanité, qui est la colonisation, la traite négrière, l'esclavage, l'apartheid, etc. Alors, et c'est ça qui est en train qu'on voit sur les campus américains, canadiens, j'imagine aussi, français, italiens, anglais, allemands, suisses même, etc. À travers l'Occident, si vous voulez, c'est une sorte de clivage nouveau, non seulement dans le monde, qui oppose le Sud global porteur de toutes les vertus et fondé à réclamer justice, à un Nord coupable du crime colonial génocidaire, et qui se superpose à l'affrontement Est-Ouest d'après 1945, et qui fait d'Israël, d'une certaine manière, qui retourne par une sorte de coup de force ou de coup de bluff idéologique le génocide contre l'État qui a été fondé par les descendants, les survivants du génocide nazi. Oui. Donc il y a quelque chose qui se met là à plusieurs niveaux. Alors on peut très bien, et c'est tout à fait légitime, considérer que l'hécatombe de Palestiniens causée par les bombardements est inacceptable, insupportable, se révolter contre elle. Voilà. Je n'ai rien à dire contre ça. On peut aussi, et je crois qu'il faut également le restituer, considérer que les massacres du 7 octobre commis par les brigades Azedin el-Qassam du Hamas et probablement aussi par une partie de ce qu'on appellerait le riff-raff en anglais palestinien qui a suivi en s'engouffrant derrière, avec les mutilations de toutes sortes, est également abominable. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que comme universitaire avec 40 ans de métier, j'essaye de faire entendre cette voix, ce qui est très difficile parce qu'il y a une très forte polarisation, c'est que il faut être capable de comprendre la signification des deux événements dans leur contexte. Et que si on ne le comprend pas, outre le fait qu'on rate le débat, on se condamne à ne pas être capable de penser l'après. Parce qu'il va bien falloir faire quelque chose. On ne peut pas rester simplement dans le massacre et l'excommunication mutuelle, même si, du côté du Hamas, l'objectif, c'est de faire disparaître l'État d'Israël, et d'ailleurs, c'est ce que reprennent parfois un peu naïvement un certain nombre de jeunes qui crient, alors en anglais c'est mieux parce que ça rime, et puis parce que tous ces mouvements qui sont un peu la première mobilisation créée par des réseaux sociaux se fait en globish, d'une certaine manière, et c'est « From the river to the sea », Palestine will be free. Alors ça rime, free et sea, donc c'est déjà ça, mais c'est aussi quelque chose qui suppose qu'entre la mer Méditerranée et le Jourdain, il n'y a qu'une chose, la Palestine. Israël est effacé. De même, les colons de Cisjordanie, les colons israéliens de Cisjordanie considèrent que la Cisjordanie n'existe pas, elle doit être transformée en Judée-Samarie biblique, promise selon eux par l'Éternel aux Hébreux, et de même, lorsqu'il y a eu les attaques sur Gaza au mois de décembre, par exemple, M. Smotrich, M. Ben-Gvir, les ministres suprématistes de M. Netanyahou, qui contrôlent 14 sièges à la Knesset sur 120 aujourd'hui, n'ont pas fait mystère de leur volonté d'éliminer les Palestiniens de Gaza, qu'ils disparaissent ou qu'ils aillent en Égypte ou où qu'ils veulent, pour qu'il en reste peu et qu'ils puissent reconsidérer que Gaza faisait partie de la terre d'Israël biblique, si vous voulez. Donc, dans les deux cas, on oublie qu'il y a eu, aujourd'hui, il y a toutes sortes de polémiques sur État palestinien, pas État palestinien. Le processus d'Oslo en 1993 travaille à la perspective de deux États, un État d'Israël et un État palestinien, qui ne sera finalement que l'autorité palestinienne, qui n'aboutira pas, le processus sera avorté en route, mais c'est là-dessus qu'on était parti. Et aussi bien M. Netanyahou que le Hamas, surtout celui de Sinoir, finalement pensaient la même chose, mais à l'envers. Et si Netanyahou a fait sortir le chef du Hamas militaire sinois de prison en 2011,
c'est aussi parce que c'était un autre lui-même. Les deux sont opposés à la paix. Les deux sont opposés à ce qu'il y ait deux États. Et les deux veulent liquider l'autre. Avec cette croyance de Netanyahou que, en maintenant un monstre perçu comme tel par l'Occident, si noir, à Gaza, du coup, les Occidentaux ne seront jamais partisans de deux États parce que quels deux États, quel État palestinien, avec d'un côté Mahmoud Abbas en Cisjordanie qui est impotent et corrompu, et de l'autre côté Sinoir qui est un extrémiste et un terroriste de l'autre côté à Gaza. Donc finalement, on laisse le statu quo et c'est ce pourquoi Trump fabriquera les accords d'Abraham avec pas d'État palestinien. On élimine la question de l'État comme la poussière sous le tapis et on crée une sorte de joint venture où la Startup Nation, pour parler anglais, israélienne et les pétromonarchies du Golfe font du business, créent de la prospérité et finalement les Palestiniens oublieront leurs revendications nationales. C'était aussi le Qatar qui, chaque mois, envoyait un avion de Doha jusqu'à Tel Aviv avec 30 à 40 millions de dollars en cash à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de ATM, de distributeur automatique d'argent à Gaza, que le Shin Bet, les services israéliens, convoyaient jusqu'à la frontière de Gaza, qui était ensuite redistribué avec aux infirmiers, aux médecins, aux enseignants de Gaza, mais avec bien sûr des frais de dossier sans doute assez consistants pour le Hamas. Oui. Donc c'était tout ce système qui a implosé le jour du 7 octobre. Et moi, mon travail, c'était d'abord de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi, à mon avis, le 7 octobre, c'est quelque chose qui participe d'une razzia, c'est-à-dire qui mêle très profondément la revendication nationaliste palestinienne. On entend dans les caméras GoPro des assaillants des gars qui disent en arabe « on est chez nous, c'est chez nous ici ». Nos grands-parents en ont été chassés. Et on les entend aussi qui chantent « Khaybar, Khaybar ya Yahoud, Jaish Mohammed Sayahoud », c'est-à-dire l'évocation de l'oasis de Khaybar, qui avait été détruite, l'oasis juive de la péninsule arabique, détruite par les armées du prophète en 628 de l'ère chrétienne, l'ancêtre de l'Hégire, et avec tout un luxe de détails de cruauté racontés dans la biographie officielle, la Sira Nabawiya, la biographie du prophète, qui sont facteurs d'imitation pour ceux qui vont aller massacrer les gens des kibboutz, du festival de musique et les soldats dans les bases. Et de l'autre côté, vous avez aussi, quand les suprémacistes juifs considèrent que les Palestiniens n'ont pas leur place en Cisjordanie ou à Gaza, le mythe de Jéricho, quand les murailles de Jéricho sont tombées après que les Hébreux eurent soufflé dans les trompettes, en fait les chauffards, les cornes de bélier évidées, eh bien, comme le dit le texte, Josué, le chef des Hébreux, massacra tout ce qu'il y avait. Et donc, dans les deux cas, si vous voulez, vous avez un mélange entre mystique et politique qui m'a semblé très important à reconstituer parce que si on fait l'impasse là-dessus, alors on ne peut pas comprendre quelles sont les forces en présence et comment fonctionner pour reconstruire l'après. Et c'était mon objectif à moi personnellement. Oui, le côté mystico-politique est peu compris, je crois, en Occident. Vous faites bien de le mentionner. Mais d'un côté pratico-pratique, si je peux dire, ou point de vue purement stratégique militaire, qu'est-ce que le Hamas espérait réussir? Parce que l'attaque me semblait, l'attaque du 7 octobre, là, bien sûr, de nature terroriste plus que stratégique. Il n'y avait pas de gain militaire à faire. C'est pas comme si Israël allait non plus s'écrouler suite à cette attaque. L'impact psychologique est énorme et je crois qu'il l'avait anticipé. Et on sait que l'Iran était derrière le Hamas, mais que le Hamas aurait agi très indépendamment de ce que l'Iran souhaitait. Donc, qu'est-ce que, au-delà de l'impact psychologique que vous avez mentionné, qu'est-ce que la Hamas souhaitait obtenir ou atteindre d'un point de vue stratégique, j'ai envie de dire politique et militaire? À ce jour, on ne le sait pas complètement, justement. On peut construire, essayer de reconstituer les choses. Moi, au début, d'ailleurs, je me suis trompé. Je n'imaginais pas que le Hamas avait la capacité de prendre une décision
en dehors de son mandant, c'est-à-dire de Téhéran, puisque au Québec, on est très attentif à la langue française. Il ne faut pas appeler Hamas un proxy, mais un mandataire, d'une certaine manière. De mettre que vous dites, fin de semaine énolisé, non pas week-end et charter, il faut dire mandataire et non pas proxy, si je puis contribuer au français transatlantique. Et donc, parce que Sinwar était tellement lié à Téhéran, c'est le premier dirigeant, si vous voulez, du Hamas, qui fait basculer ce mouvement, qui était dans l'obédience internationale des frères musulmans, dans l'axe de la résistance dirigée par Téhéran, avec le Hezbollah, avec les chiites irakiens, avec le régime syrien, avec les Houthis, qui étaient tous des groupes plus ou moins chiites. Je dis plus ou moins parce que les Zaydites du Yémen et les Alaouites de Syrie ne sont pas vraiment des chiites, mais ils ne sont pas sunnites. C'est le premier mouvement sunnite, en plus palestinien, parce que pour Téhéran, l'objectif c'était d'avoir cette espèce d'axe qui lui servait à exercer une dissuasion contre Israël. Si Israël attaquait les installations nucléaires, le Hezbollah pouvait envoyer préventivement des missiles qui tueraient un certain nombre d'Israéliens. À l'époque, Israël avait un taux d'acceptation de ces morts très faible. Tout a changé. La jauge a changé après le 7 octobre, bien sûr. Et il en allait de même du Hamas. Et donc, moi, j'étais convaincu que la sophistication de l'attaque, il y a 3000 personnes qui ont traversé la frontière le matin du Shabbat, d'une fête religieuse, 50 ans à un jour près après la guerre du Yom Kippour, qui avait été le 6 octobre 73, avec un même effet de surprise, puisque la fête juive de Simchat Torah en octobre 2023 correspondait dans un moindre effet, mais quand même, à la surprise du Yom Kippour du 6 octobre 73. On peut peut-être rappeler rapidement qu'en 73, la Syrie et l'Égypte principalement ont attaqué de surprise, ont pris de surprise Israël, ont fait certains gains que les Israéliens ont ensuite inversés au point où les forces israéliennes ont presque pris le cœur. Oui, mais simplement, à ce moment-là, les Saoudiens sont entrés dans le jeu et ont fait l'embargo sur le pétrole. Et un coup de fil est venu sans doute de Washington disant aux Israéliens, on s'arrête au kilomètre 101. Parce que, un peu comme aujourd'hui d'une certaine manière, le système du monde a été bouleversé, puisque ça a été la flambée des prix du pétrole et la transformation complète des modèles économiques occidentaux, avec le chômage massif, les délocalisations, etc., qui ont été induites par la guerre d'octobre 73, qui est un élément absolument fondamental. De même que se joue, à mon avis, un changement fondamental aujourd'hui dont on n'a pas encore toutes les conséquences en main. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, Hamas a pris la décision, Sinwar a pris la décision de le faire, et d'après ce qu'on croit savoir maintenant, si c'est avéré, il aurait prévenu une demi-heure avant simplement son collègue Salah al-Arouri, qui a été tué à Beyrouth le 2 janvier par une frappe israélienne, qui est élu responsable, mais en exil du Hamas en Cisjordanie, pour qu'il prévienne le Hezbollah et que Nasrallah prévienne Khamenei en Iran. Pourquoi aussi? Parce que à partir du moment où vous entrez dans le monde des communications satellitaires, vous êtes évidemment en risque d'être écouté. Et donc, ça a enlevé l'effet de surprise. Remarquez que les Israéliens, même s'ils sont aujourd'hui très déficients en termes de renseignement, auprès des Palestiniens, puisque Sinwar était le fondateur des services secrets palestiniens en 1987, son principal travail, c'était la traque des informateurs. Et il était surnommé le boucher de Khan Younes. Khan Younes était le camp de réfugiés où il était né, dans la bande de Gaza, puisqu'il faisait systématiquement exécuter toute personne qui était, si j'ose dire, sociologiquement ou psychologiquement potentiellement informateur. Homosexuels, personnes endettées, adultères, drogués ou je ne sais quoi. Et donc effectivement, ça a eu une des conséquences, c'est-à-dire qu'Israël a perdu un grand nombre de sources humaines
d'informateurs dans la région. Et par ailleurs, les tunnels, qu'on appelait le métro de Gaza, d'ailleurs, en utilisant le terme français, ont fait que les drones étaient aveugles. Et il était impossible de savoir ce qui se passait dessous. Ce qui a permis pendant des années au Hamas d'accumuler des armes, des munitions, d'organiser de l'entraînement d'une manière complètement incroyable. Néanmoins, les Israéliens avaient un certain nombre d'informations qu'ils ont fait passer à Netanyahou, mais celui-ci ne voulait pas les croire, car il vivait dans l'illusion qu'il y avait ce qu'il appelait un concept, à savoir qu'il faisait payer le Hamas par le Qatar, que l'économie grise des tunnels de contrebande permettait de transformer un peu la bande de Gaza en une sorte de Bantoustan, et qu'il n'attaquerait jamais. Et si j'ose dire, que Sinwar aboyait, et quand vous écoutez ces cassettes, ces interviews à Al Jazeera et autres que j'ai écoutées en arabe, d'ailleurs il est un arabe très éloquent, il parle très bien, il est très mobilisateur, c'est un grand tribun, violent, mais un grand tribun. Il dit tout ce qu'il va faire. Une interview où il dit on va vous couper en morceaux, paver de vos membres, briser la route de Jérusalem et utiliser vos crânes pour faire l'escalier grâce auquel nous monterons sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, si vous voulez. Donc, mais Netanyahou restait impavide. Il disait ça c'est pour la consommation interne, ça n'a pas d'importance. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et aujourd'hui, on se pose la question. Par exemple, il y a des gens en Palestine, notamment en Cisjordanie, à l'OLP, qui disent mais Hamas a pris une décision complètement infondée. Il pouvait bien savoir qu'il y aurait une rétorsion israélienne massive, et c'est à cause d'eux qu'il y a 35, 40, on ne sait pas très bien, 1000 morts palestiniens, que les habitants de Gaza subissent une horreur qui est X fois pire que la Nakba, c'est-à-dire la défaite, la catastrophe de 1948, la fuite des Palestiniens qui étaient sur le territoire donné à l'État hébreu et qui sont allés dans les camps de réfugiés, et donc ils sont responsables. Mais on peut dire en même temps que, et ça n'était pas au service de l'Iran ni du Hezbollah, qui n'était pas en ordre de marche, en ordre de bataille. Vous voyez que les Israéliens ont tué un grand nombre de responsables iraniens, notamment la plupart des dirigeants, des gardiens de la révolution à Damas, les plus importants militaires qui étaient chargés du Levant pour l'Iran. Et l'Iran, pour garder la bella figura, comme on dirait en italien, a été obligé de faire cette espèce de feu d'artifice dans le ciel du Levant dans la nuit du 13 au 14 avril, où ils ont mis tous les missiles qu'ils avaient. Alors peut-être c'était des vieux missiles, mais ça coûtait quand même cher le feu d'artifice pour ne tuer personne, pour n'arriver à rien. Alors certains disent ils ont montré qu'ils avaient de la force, d'autres disent ils n'en ont rien fait. Les armées de l'air occidentales venues à la rescousse d'Israël et l'armée israélienne les ont toutes ont détruit tous les engins en vol, mais cela indique que l'Iran était obligé d'être réactif, si vous voulez, et que de ce fait, moi, à mon sens, aujourd'hui, le régime de la République islamique est affaibli. Qui plus est, avec l'accident d'hélicoptère qui a vu ce président et ministre des Affaires étrangères mourir à la frontière afghane, azérie. Les Israéliens sont très présents en Azerbaïdjan, mais on pense qu'ils n'ont pas fait du jamming, comme on dit, de l'hélicoptère ni rien. Simplement la mauvaise condition météo, mais en même temps, ça n'augure pas très bien du système iranien, parce que d'abord, faire monter, alors qu'il y avait 3 hélicoptères, le président des Affaires étrangères dans le même engin, c'était 3 vieux hélicoptères Bell apparemment, et qu'ils les fassent démarrer quand il y avait de la purée de poids et qu'on ne voyait rien dans une région ultra-montagneuse et escarpée, ça indique quand même que le système
politico-militaire et de renseignement de l'Iran n'est pas particulièrement au point. Si vous voulez, même si ce n'est pas les Israéliens qui l'ont fait, ça ne donne pas de l'Iran l'image d'un pays qui est super performant politiquement et militairement, à quoi s'ajoute le fait que, après la répression contre Mahsa Amini, les femmes urbaines, etc., le régime qui va donc devoir organiser des élections pour un autre président à la fin du mois de juin est de plus en plus replié sur sa base des gardiens de la Révolution, beaucoup moins large que le clergé, et on voit que, à mon sens, le régime est beaucoup plus isolé. Il vit par la terreur interne, mais c'est quelque chose qui ne peut pas poursuivre éternellement. Donc, quel est le but du Hamas? C'est de créer un sentiment en Israël où d'abord l'invincibilité d'Israël a été très profondément écornée, et de faire naître dans l'opinion publique mondiale le sentiment qu'au fond, la légitimité d'Israël n'est pas établie. Et l'isolement d'Israël, effectivement, n'a jamais été aussi grand. Et dans le monde, on le voit parce que vers le clivage qui s'est introduit dans tous les pays occidentaux, où, disons, la jeunesse la plus active sur les campus, etc., sans parler des populations immigrées d'origine musulmane, est massivement contre Israël et derrière les Palestiniens, pas forcément tous derrière le Hamas, mais un certain nombre. Et aussi aux États-Unis, j'ai votre grand voisin, l'élection présidentielle, c'était plutôt généralement une sorte de concours à qui était le plus pro-israélien des démocrates et des républicains. Cette fois-ci, Biden, candidat à sa réélection, est contraint de ménager à la fois son aile gauche et les minorités dans les États bascules, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit swing state au Québec, et comme le Michigan, où vous avez cette chose étonnante qu'à Dearborn, Michigan, vous avez une influence non négligeable du Hezbollah pour influer sur les votes des chiites libanais immigrés. Le Hezbollah au Michigan, ça fait quand même ça fait un peu un oxymore, si vous voulez. Et donc, il doit à la fois ménager cet électorat et ménager l'électorat juif, qui vote principalement démocrate, toujours. Ce qui sinon va passer chez Trump. Alors, je ne sais pas si c'est Stormy Daniels qui est la clé de l'élection ou si c'est Gaza, mais en tout cas, ça crée une situation assez particulière et qui montre que le 7 octobre et ses séquelles ont une importance mondiale. C'est une importance locale, mais qui recode l'ensemble du système. Alors, est-ce que Hamas en tire des bénéfices directement lui-même? Jusqu'à une époque récente, on pouvait se dire, et j'étais du reste plutôt de cet avis, que certes, il y avait une hécatombe à Gaza, hein, j'utilise ce terme délibérément de manière prudente, que d'autres appellent un génocide, et que néanmoins, ça allait se traduire par une victoire militaire, parce que le Hamas n'avait plus de quoi survivre, était à bout, etc. Or, ce que ces toutes dernières semaines ont montré, notamment avec travers la polémique en Israël entre M. Netanyahou et d'un côté et son ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major Herzi Halevi de l'autre, c'est que ça ne marche pas. L'opération militaire visant à détruire le Hamas à Gaza sans penser à quelques instances de substitution pour la société palestinienne ne marche pas davantage que l'offensive de Paul Bremer en Irak, qui avait déchu tous les baassistes de toute fonction, et ce qui fait que tous ceux-ci sont partis avec armes et bagages rejoindre la guérilla islamiste. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, cet argument résonne très fort au sommet du Pentagone. Les gens qui sont les dirigeants de l'appareil militaire américain aujourd'hui sont tous des gens qui ont fait l'Irak ou qui ont tiré les leçons apprises, comme on dit, de l'Irak, et qui disent, attention, Netanyahou est en train de se planter complètement. Parce qu'il n'arrive pas militairement à faire les choses,
et d'autre part, il est en train d'accroître un isolement suicidaire d'Israël et un isolement qui impacte significativement le magistère des pays occidentaux, désormais vilipendés comme membres de l'horrible Nord, génocidaire, esclavagiste, etc., et de briser leur société. Ce qui me laisse penser que normalement Netanyahou ne devrait pas avoir un avenir politique très brillant, même si il nous a habitués à être, pour employer encore un mot du sud de votre pays, un comeback kid, ou comme on appelle en français, un politicien téfal, c'est-à-dire qui n'accroche jamais au fond de la poêle. Il faut dire que Netanyahou est au pouvoir depuis à peu près 15 ans. Hein. Pas toutes choses égales, c'est pas 15 ans en continu, mais en tout, il a cumulé 15 ans au pouvoir. Ce qui fait qu'il a eu un peu la grosse tête. Quand le renseignement apportait à son cabinet des éléments, disons, voilà, il prépare l'attaque, on leur répondait, les gars, si c'était vous qui saviez, vous seriez dans la chaise du Premier ministre. Si c'est lui qui est toujours là, c'est qu'il sait que vous êtes des imbéciles. Le résultat, on l'a vu. J'aimerais prendre une seconde pour interrompre cet entretien pour simplement vous rappeler de, s'il vous plaît, vous abonner, partager, liker, aimer. C'est la forme de rémunération principale, à peu près unique, d'un balado comme celui-ci. Donc, si vous pouviez faire la chose, donc, comme j'ai dit, le partager, abonner, liker, en parler à vos amis, tout simplement, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, de retour à l'entretien. Merci. Vous citez 3 objectifs, Israël, vous en avez parlé, donc la destruction des infrastructures du Hamas, la liquidation de Yahya Sinwar et la neutralisation de Gaza. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer une neutralisation, là, je cite ici le mot de vous, neutralisation de Gaza, qu'est-ce qu'on entend par là? Et vous semblez dire qu'en fait ça va échouer. Hein. Oui, en fait, là, aujourd'hui, nous sommes, je ne sais plus que le 27 mai. À ce jour, il semble que plus personne n'y croit, sauf peut-être Netanyahou. En tout cas, pas son chef d'état-major, ni son ministre de la Défense, qui pose des problèmes. Finalement, c'est pas juste que de temps en temps, il y a 3 gars de Azzedine El-Qassam qui ressortent d'un tunnel sur les arrières de l'armée israélienne. Non, ce sont des régiments qui reprennent la bataille au nord où Israël pensait avoir, entre guillemets, nettoyé. Vous voyez, et de même, l'offensive sur Rafah, qui était présentée par Netanyahou et ses alliés comme, si j'ose dire, le dernier coup de rein, certes probablement meurtrier, mais qui permettrait de liquider Sinwar et les autres. Apparemment, ça ne marche pas. Ils n'y parviennent pas. Et du reste, il y a peut-être des gens dans la région qui ne souhaitent pas non plus que Sinwar disparaisse pour tenir Israël davantage. Donc, aujourd'hui, les Israéliens sont contraints d'envisager une solution qui est autant politique que militaire. Alors que Netanyahou voulait asseoir une victoire militaire écrasante sur les pourparlers, pour ensuite négocier en situation de force. Il ne semble pas à ce jour que ce soit vers quoi on se dirige, et je crois aussi que pour M. Biden, avoir toujours Netanyahou au pouvoir en Israël, c'est-à-dire avoir montré aux yeux d'un certain électorat qu'il n'a pas la main sur la situation israélienne du tout, c'est condamner sa réélection. Donc, mon sentiment, c'est qu'il va plutôt faire en sorte de favoriser une autre coalition en Israël. Israël, bien sûr, est libre de ses choix, mais Israël n'est pas un pays solitaire. C'est la Startup Nation, comme on dit, mais les brevets sont vendus à l'étranger. Israël ne fabrique pas de bombes. Il ne fabrique pas de F-16 ni de F-35, mais il fabrique les chars Merkava, mais avec des pièces achetées à l'étranger. Et on a bien vu les débats aux États-Unis, savoir si Biden
allait ou non continuer à livrer des bombes d'une tonne ou d'une demi-tonne qui sont les bombes qui ont été déversées sur Gaza, oui. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, les États-Unis ont quand même une assez grande latitude d'action, en faisant bien entendu aussi attention aux intérêts des groupes de pression pro-israéliens aux États-Unis, qui sont quand même puissants et bien organisés. Mais mon sentiment, c'est que Biden souhaite une alternative à Netanyahou qui est envisageable si les gens du Likoud considèrent qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça et qu'ils laissent Netanyahou avec Smotrich et Ben Gvir, c'est-à-dire les plus radicaux, et qu'ils prévoient une espèce de grande coalition, qu'elle soit dirigée par Gantz ou par d'autres, qui recherche une solution qui est à la fois militaire et politique. Mais le tout militaire, qui est ce sur quoi Netanyahou s'était basé en disant on ne négocie pas avec les terroristes, et ceux qui disent aussi par exemple à la Norvège, à l'Irlande et à l'Espagne qui ont annoncé reconnaître l'État palestinien que c'est un gain au terrorisme, une récompense au terrorisme du Hamas. Tout cela évidemment fait partie aujourd'hui de la négociation, puisque de fait, Israël doit se réinventer après le 7 octobre, de même que la Palestine doit se réinventer. Et il est probable que l'avenir, en tout cas tel que le monde peut s'en préoccuper, ne passe ni par Sinoir, ni par Netanyahou. Et là, disant cela, je ne fais pas une équivalence entre un Premier ministre légitimement élu par sa population, qu'on le déplore ou non. Et dans le livre, je montre que l'électorat religieux en Israël joue désormais un rôle considérable. Pour des raisons démographiques. Voilà, les femmes des 4 ou 5, les 5 dirigeants des partis religieux représentés à la Knesset ont 42 enfants à L5. Et évidemment, c'est beaucoup plus que les juifs laïcs qui, du coup, voient ils sont 20%, les religieux en ce moment, ils sont à échéance d'une dizaine d'années, ils seront 35%. Phénomène qu'on a vu aussi dans les pays arabes. Au Liban, les chiites, très défavorisés socialement, avaient 7 ou 8 enfants pour survivre, alors que les maronites ou les sunnites des classes moyennes en avaient 2 et un chien éventuellement. Idem en Turquie, l'Anatolie, face aux gens qui venaient des Balkans, tout ça. Oui. Donc tout ça ce sont des facteurs qu'il faut arriver à intégrer si on veut retrouver, et je ne vois pas quelle autre solution il peut y avoir sauf le massacre, une solution dite à 2 États, et qui est aujourd'hui ce sur quoi planche un certain nombre de chancelleries, comme elle planche sur l'après-Netanyahou et l'après-Sinoir. Tout ça, évidemment, pour l'instant, c'est surtout du domaine du si. Et si on mettrait Montréal en bouteille, si j'ose dire. On le met un peu, puisqu'il y a les galeries qui permettent de se promener pendant l'hiver. Oui, tout à fait. On est dans les si. Vous concluez en disant que si les États-Unis et l'Occident ne se donnent pas les moyens de parvenir à instaurer un État palestinien, ils subiront à terme une défaite stratégique face à l'axe illibéral et anti-occidental russo-chinois que symbolisent désormais les BRICS. À quoi est-ce que cette défaite stratégique ressemblerait concrètement? Mais on n'y est pas encore, mais je crois qu'il y a déjà le fait que ça crée un clivage très important à l'intérieur de nos sociétés. Une partie de notre jeunesse, y compris dans les institutions d'élite qui forment les dirigeants de demain, de Columbia University à Sciences Po à Paris, l'école normale supérieure d'où je vous parle, et là, vous ne pouvez pas le voir, mais juste par ma fenêtre, il y a eu l'occupation du jardin qui s'est terminée hier soir par l'intervention de la police, puisque les occupants ont diffusé
des images des membres du conseil d'administration avec couvert de rouge pour montrer qu'ils avaient le sang des Palestiniens comme cette direction est plutôt woke, ça les a mis un peu en mauvaise situation. On a vu ce qui s'est passé à Harvard, on a vu ce qui s'est passé à Columbia, etc. Et donc, ça pose un véritable problème. Ça fait penser un peu, si j'ose dire, il y a 50 ans. J'étais moi-même un militant gauchiste à cette époque, et donc je comprends un peu ce qui se passe, mais je crois que, peut-être c'est parce que je suis devenu un vieux con maintenant, mais quand on est jeune, bien sûr, on préfère toujours, comme on dit, avoir tort avec Sartre qu'avoir raison avec Aron. Et on préfère l'idéologie et la mobilisation à des analyses qui apparaissent comme trop froides, etc. Mais je pense que le rôle de quelqu'un comme dans mon genre, avec 50 ans d'expérience, c'est plutôt d'essayer de partager son expérience et de la faire... de la mettre au service de ceux qui en veulent, plutôt que de partir comme bout de feu idéologique. Et je crois que ça, c'est le vrai enjeu aujourd'hui, parce qu'il y a aussi une question de clivage à l'intérieur de nos sociétés qui est très préoccupante. Des clivages qui, d'ailleurs, traversent aussi, notamment en Europe, des clivages, pas seulement dans la jeunesse, mais autour de la composante migratoire, qui, ici, est principalement originaire du sud et de l'est de la Méditerranée, principalement musulmane, alors qu'aux États-Unis, la masse de la migration vient de l'Amérique du Sud. Et donc, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez, vous avez d'un côté l'islam politique, qui en a aux États-Unis, mais qui sont plutôt des gens qui sont entrés avec des visas et qui sont aussi dans les universités. D'ailleurs, ils sont présents à Columbia et ailleurs. Et puis, vous avez la masse latino-américaine de l'immigration qui, elle, n'est pas concernée par ces choses-là. En Europe, c'est différent. Vous avez une porosité beaucoup plus grande entre des populations venant de cette région et les enjeux politiques qui y sont directement liés et qui se traduisent par les phénomènes d'islamisation, ce que j'ai appelé, ce qui a fait polémique, de djihadisme d'atmosphère, et tout ça, c'est exacerbé par ce qui se prépare dans les suites du 7 octobre. C'est pourquoi il est si important de trouver une solution pacifique qui, autant que possible, trouve un commun dénominateur entre les intérêts des deux parties. Mais si on a des extrémistes au pouvoir de chaque côté, on ne va jamais y arriver. Et il faut bien voir que dans un livre assez ancien des années 2000, qui s'appelait en français « Fitna, guerre au cœur de l'islam », en anglais s'appelle « The War for Muslim Minds », j'avais expliqué comment les néoconservateurs, et notamment Richard Perle, dès 1987, avaient préparé un document, un mémorandum pour Netanyahou qui s'appelait « Clean Break », et qui disait qu'il ne fallait pas entrer dans le processus d'Oslo. Celui-ci était au détriment d'Israël, qu'il fallait échanger la paix contre la paix et non la paix contre des territoires. Et c'est ça qui a été mis en œuvre ensuite par Sharon, par Netanyahou, etc. d'un côté, par les islamistes palestiniens de l'autre, qui a créé l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, il me semble qu'il y a encore quand même de très fortes capacités d'initiative, parce que occidentale, car le Sud global est une imposture. Le Sud global, qu'est-ce qui rejoint BRICS, donc c'est, puisqu'il faut le dire en anglais, Brazil, Russia, Iran, South Africa, China et South Africa, et puis les 5 actuels qui se sont joints le 1er janvier 2024, c'est-à-dire l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Iran. Bon, Arabie Saoudite, Iran, c'est quand même pas l'amour fou. Égypte, Éthiopie, ils sont surtout connus pour s'être battus à propos des eaux du Nil. L'Inde et la Chine sont en compétition féroce comme empire manufacturier pour l'Occident. Et restent là-dedans, si vous voulez, ces d'anciens pays dits du tiers-monde, restent là-dedans les 2 gros morceaux de l'ancien bloc soviétique, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Donc,
tout cela fait un peu un mariage de la carpe et du lapin, alors qui peut être solidaire contre l'Occident, mais la Chine commerce avec l'Occident énormément, elle en est dépend, et pas uniquement, ne vend pas seulement à l'Occident la corde avec laquelle on le pendra, si vous voulez. Quant à la Russie, elle se dit du Sud, mais elle a été touchée par un attentat islamiste très violent dans sa capitale, un peu comme celui du Bataclan à Paris, capitale du Nord. Donc que la Russie soit un pays du Sud, outre que l'Arctique n'est pas vraiment le tropique, ça reste encore à voir, si vous voulez. Donc il me semble qu'on est là dans une bataille qui est d'abord idéologique, et que la chose importante, c'est pourquoi j'essaye de me battre pour faire passer ces idées. Je ne suis pas là pour défendre une idéologie, mais pour essayer de présenter une vision aussi claire, aussi analytique que possible de ce qui se joue, et pour ce qui, à mon avis, est la clé pour réfléchir à demain et à construire des solutions qui ne soient pas uniquement des astuces cyniques comme l'ont été les accords d'Abraham, mais quelque chose qui aille beaucoup plus loin. Par exemple, qui va payer pour Gaza? La reconstruction, même sur l'État palestinien. Les seuls qui peuvent payer sont les Saoudiens. Les Saoudiens ont intérêt à le faire puisqu'ils veulent construire leur cité de l'avenir, Neom, dans un emplacement à côté de la mer Rouge qui est à une centaine de kilomètres au sud de Gaza. Ils ne pourront jamais le faire, l'Alexandrie du 3e millénaire, du 21e siècle. Ils ne pourront jamais le faire s'il y a l'enfer sur Terre à 45 minutes de voiture. Oui. Donc, mais ça implique que les Israéliens négocient avec eux. L'Arabie saoudite est tout à fait d'accord pour reconnaître la souveraineté d'Israël, mais elle souhaite qu'il y ait d'abord la reconnaissance de l'État palestinien. C'est quelque chose à quoi on ne peut pas ne pas songer, parce que s'il n'y a pas l'Arabie dans le jeu, il n'y a aucune solution valable. Ce n'est pas Israël qui va payer pour la reconstruction de Gaza. Monsieur Keppel, vous étudiez la question de l'islam et du monde musulman et de l'islamisme depuis plus de 40 ans maintenant. J'ai envie de vous poser la question, comment concevez-vous l'évolution de l'islamisme depuis 40 ans? En quoi consiste-t-il aujourd'hui? Effectivement, j'ai écrit ironiquement dans un livre précédent, Prophète en son pays. Ça fait 40 ans que j'étudie ce phénomène, puisque mon premier livre, c'était ma thèse, c'était sur les mouvements islamistes en Égypte de Sadat, qui ont assassiné Sadat pendant que j'étais là-bas, que je suivais, vous voyez. Et je crois que j'ai été un peu précurseur, mais pas tellement écouté, parce que au fond, ça dérangeait ce que je racontais, qu'on préférait faire des transactions, faire la politique de l'autruche, etc. Aujourd'hui, on a un phénomène où ce mouvement qui avait semblé prendre pas mal de plomb dans l'aile avec les printemps arabes, où on avait vu des revendications démocratiques émerger, du fait que ces revendications ont été noyés soit par la violence de la guerre civile, soit par le retour des régimes autoritaires, ça a remis le balancier vers un certain nombre de mouvements à dimension islamique. Donc on en est là aujourd'hui. Pour ce qui est des pays du monde musulman, ce sont leurs enjeux, ce sont des pays indépendants. En revanche, pour ce qui est des pays dans lesquels nous vivons et dont nous sommes citoyens, c'est aussi, et au premier chef, le problème de ces citoyens. Et donc, on voit bien comment aujourd'hui en Europe s'opposent toujours encore deux grands modèles. D'un côté, celui du multiculturalisme britannique et celui de la laïcité française, qui sont tous les deux en crise. Mais par exemple, en France, là, ces derniers mois, d'une certaine façon, j'ai l'impression que les Juifs français, qui sont la plus importante population juive dans un pays occidental, entre 600 et quelques mille, pays d'Europe occidentale, pardon, se sentaient beaucoup plus en sécurité du fait de la laïcité et d'un État protecteur que ça n'était le cas au Royaume-Uni, où il y avait vraiment des zones aujourd'hui où les Juifs n'osent plus se rendre, n'osent plus aller. Et
Donc ça fait partie du débat européen, un débat européen qui est aussi du fait de l'inquiétude générale de la population devant les assassinats islamistes du Bataclan, à la décapitation de Samuel Paty, le poignardage à mort de notre collègue Dominique Bernard dans son lycée à Arras. Tout ça fait monter en réaction le vote pour l'extrême droite. Et à ce jour, on donne pour les élections européennes qui vont avoir lieu au début juin, le dimanche 9 juin en France, la coalition entre le Front National mené par Jordan Bardella et la liste Zemmour, au-dessus de 40% des voix, pas 14, 40, ce qui est effectivement un tremblement de terre pour la société française, et ça va être assez comparable dans les autres pays européens, sur une logique qui est logique à bas le grand remplacement et à bas l'immigration incontrôlée. Donc tout ça va être un élément qui va devoir être géré par des équipes politiques. Le président Macron a encore 3 ans et ça va être très difficile. Si sa liste arrive deuxième, qu'elle ne fait que la moitié du Front National, c'est déjà pas beaucoup, mais si elle arrivait troisième, ce qui est l'une des hypothèses aujourd'hui, avec la liste de Raphaël Glucksmann devant, évidemment, ça va poser des problèmes de légitimité de la majorité présidentielle et de motions de censure au Parlement extrêmement complexes, qui seront paradoxalement aussi le fruit de l'onde de choc et des lignes de faille diffusées à partir du 7 octobre dans l'ensemble d'un monde dont les fondements moraux sont profondément secoués. Gilles Kepel, merci beaucoup. On rappelle Holocauste au pluriel, publié au plomb, disponible au Québec comme en France, dans toutes les bonnes librairies. Un mot de la fin avant de nous quitter? Merci de votre invitation, surtout. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion ni d'aller au Québec, ni de m'entretenir avec un Québécois. Donc, j'espère que ce livre fera partie du débat aussi, puisque le Québec est une société aujourd'hui extrêmement multiculturelle et confrontée à des questions d'identité qui, même si elles s'inscrivent dans un contexte américain, au sens du continent américain, ne sont pas sans évoquer ce qui se passe chez les maudits Français. Vous savez, ma thèse est que le Québec a 20 ans de retard sur les problèmes français. Mais bon, espérons que j'ai tort. Bon, peut-être elle a un temps d'avance sur les problèmes américains. Voilà, merci beaucoup de votre